À quoi les premiers Homo sapiens attribuaient-ils leur finitude ? Sous quelle forme envisageaient-ils leur dernière demeure et le chemin qui y menait ? Croyaient-ils en une vie après la mort et à la possibilité de revenir de l'autre monde ? Comment concevaient-ils les relations entre les morts et les vivants ? Telles sont certaines des questions auxquelles tente de répondre L'Aube des mythes, dernier ouvrage du docteur en histoire Julien Duy, paru aux éditions La Découverte. Julien Duy était invité à la librairie d'Ombre Blanche le samedi 14 octobre 2023 pour une rencontre autour de cet ouvrage. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue. Je suis tout content d'être ici à animer cette rencontre. C'est ma première depuis la reprise. Et encore plus content parce qu'on a aujourd'hui avec nous Julien Duy. Bonjour. Qui vient parler de son ouvrage qui vient de paraître, L'Aube des mythes. Quand les premiers sapiens parlaient de l'au-delà. Julien Duy, je pense que vous avez entendu parler de lui, vous n'êtes peut-être pas là complètement par hasard. Il avait déjà fait un livre qui s'appelle Cosmogonie, qui était déjà paru à La Découverte dans cette très belle collection, qui s'appelle Les sciences sociales du vivant, et qui est dirigée par Bernard Lahire. Alors c'est une collection un peu particulière. Elle a commencé son parcours il y a 3 ans maintenant. Et il se trouve que nous avons invité à la librairie, eu le plaisir d'avoir à la librairie 3 des 4 auteurs qui y figurent. Ce qui montre, en tout cas pour nous, l'intérêt qu'on peut porter à cette collection. Vous vous souvenez peut-être de la rencontre avec Jean-Loïc Lequelec, qui était venu l'année dernière, et avec Bernard Lahire, qui était là il y a quelques semaines. Julien Duy, vous êtes chercheur. Alors, vous allez nous dire exactement en quoi mythologue, disons. Alors, je préfère mythologue à mytho, déjà, clairement. Alors oui, c'est une discipline qui n'a pas vraiment de reconnaissance institutionnelle. Je suis mythologue. J'ai un doctorat en histoire. Donc normalement, d'un point de vue disciplinaire, on me range en histoire. Mais comme je fais aussi un peu de statistique, qu'il y a de la neurobiologie, de la psychologie, enfin bref, un peu partout, je suis sciences humaines, ça passe. Super, waouh, merci. Et alors voilà, ce livre, L'Aube des mythes, ça fait quelques semaines que j'y suis dessus. Et j'avoue que là, j'avais un espèce d'immense doute avant de commencer la présentation de cette rencontre, qui était mais comment l'aborder ? Il y a tellement de choses. Je pense qu'on aurait de quoi passer le week-end ensemble, tranquille. Et puis ça fait une demi-heure que je discutais avec Julien, donc je pense qu'on pourrait passer quelques semaines ensemble, tranquille, avec plein d'informations et plein de réflexions et plein de... Il y a énormément de choses dedans. L'idée, c'est de comprendre, d'essayer de comparer les mythes qui existent, qui expliquent pourquoi on meurt, pourquoi l'homme meurt, et d'essayer de savoir si on peut retracer une histoire de ces mythes, et si on peut voir leur longévité, l'endroit où ils sont apparus, la période où ils sont apparus, quelles ont été les différences, les distinctions, etc. Je laisserai Julien évoquer un petit peu les méthodes qu'il utilise pour remonter l'histoire des mythes. Mais peut-être, si vous pouviez commencer par une question qui semble un peu bête, mais pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires sur la mort ? Alors, pourquoi est-ce que l'homme raconte des histoires sur la mort ? Pourquoi est-ce que l'homme raconte tout court ? Pourquoi est-ce que c'est un être bavard ? J'aurais tendance à dire d'abord parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. L'humain parle en permanence, surtout, raconte des histoires surtout. Alors quand ça concerne quelque chose qui est particulièrement important, qui concerne la fin de notre vie, qui indique que notre existence finalement est finie et qu'elle s'arrêtera à un moment, oui alors forcément on est bavard. Par contre, ce qui est très très étonnant, c'est que lorsqu'on regarde à travers la planète, on ne se contente pas de notre culture tout simplement, on se rend compte que les explications données
à l'apparition de la mort, à ce qui va se passer après, sont finalement assez limités. Donc la vraie question, ce n'est pas tant pourquoi est-ce qu'on parle de la mort, mais plutôt pourquoi est-ce qu'il y a un nombre limité d'explications. L'être humain a quand même une imagination débordante, on le prouve chaque jour. Pourquoi si peu d'explications sur quelque chose qui pourtant est parlé, on en reparle en permanence. Alors, si je peux me permettre d'enchaîner, il y a plusieurs hypothèses qui ont été faites là-dessus. La première chose, ce serait une cause psychologique. C'est-à-dire que finalement, si on a des idées assez limitées, pourquoi il y a si peu d'idées sur les origines de la mort, c'est peut-être simplement qu'il y a des contraintes. Il y a des contraintes qui sont internes. Alors pour certains, ce sera des archétypes. Pour les tenants de Jung, ce sera des archétypes. Freud dira que ce sont des pulsions qui sont refoulées, qui s'expriment d'une certaine manière parce que le surmoi n'autorise qu'une certaine expression. D'autres diront que c'est un fonctionnement neurologique. Le problème avec ça, c'est que sur toutes ces idées qui racontent l'origine de la mort, qui racontent ce qui se passe après, il n'y en a aucune qui ne soit vraiment universelle. Alors bien sûr, je ne parle pas d'idées très très simples du type il y a la mort parce que un jour quelqu'un a été victime d'un accident de chasse, ça pourrait arriver absolument partout. Je parle de récits suffisamment complexes pour qu'ils n'apparaissent pas par hasard. Et là, on se rend compte que ces récits, quand on étudie, alors ça se fait à l'échelle de la planète, on ne reste pas sur la petite péninsule européenne, cette péninsule de l'Asie, comme disait Paul Valéry, on prend l'ensemble de la planète, on se rend compte que ces récits sont localisés. Il y a certains récits qu'on va retrouver en Afrique, en Asie du Sud, du Sud-Est, en Australie. Où en étais-je ? Il y a d'autres récits, comme ce qu'on appelle le corps souillé. Alors le corps souillé, c'est une histoire où il y a Dieu qui crée l'homme. Vous connaissez peut-être l'histoire, je ne sais pas. Je la raconte, de toute façon c'est un peu le propre de la mythologie que de raconter des histoires. On a Dieu qui crée un homme et puis il lui manque un ingrédient. Il va confier, alors généralement il confie le corps de l'homme inachevé à un chien. Et là il y a, alors c'est soit Satan, soit un deuxième démiurge, mais qui fait que des bêtises, qui arrive et qui va voir le chien et qui va lui dire tiens, je t'offre une fourrure. Alors, ou un os. Alors le chien est tout content, il a son os, il a sa fourrure, il est heureux. Et pendant ce temps, que fait ce deuxième démiurge ? Eh ben, il va cracher sur le corps non encore fini de l'homme. Quand Dieu revient, il s'aperçoit tout de suite qu'il y a un problème. Et il va y avoir le chien avoue sa faute, il est puni, donc le chien qui parlait va être privé de voix, par exemple, les sanctions sont diverses. Et il va prendre, Dieu va essayer de récupérer, il va frotter, ça marche pas, ça étale, vous savez, comme lorsqu'on frotte quelque chose, ça étale. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'humain, et il va le retourner comme un gant. Vous imaginez, donc ça veut dire que tout ce qui était à l'extérieur rentre à l'intérieur, le crachat, c'est nos entrailles, et ce qui était à l'intérieur, qui était tout lisse, se retrouve à l'extérieur, et ça explique l'origine de la mort. Donc, vous voyez, c'est un récit complexe, ça n'a pas été inventé 36 fois, ce type de récit. On ne le retrouve qu'en Eurasie, que dans le nord de l'Eurasie. Ça veut dire que c'est assez répandu, il faut le temps que ce récit se répande, se diffuse, mais au vu de la répartition, c'est une répartition qui est relativement jeune par rapport à d'autres récits qu'on va retrouver par exemple en Afrique, en Asie du Sud, du Sud-Est, en Australie et dans les deux Amériques. Lorsque c'est un récit complexe comme ça que l'on retrouve, en plus avec des points communs qui se rejoignent, qui passent d'un point à un autre, etc., écoutez, ça correspond tout simplement aux premières routes de migration de l'homme hors d'Afrique. Ça veut dire que quand on observe la carte de répartition de ces récits, on peut reconstruire l'histoire et on peut en conclure, au vu de la diffusion, donc sortie d'Afrique. Vous savez comment l'homme est sorti d'Afrique. Il faisait plutôt froid à ce moment-là, donc il ne pouvait pas remonter dans le nord. Il est sorti d'Afrique, la mer était plus basse, il est sorti d'Afrique, il a longé les côtes du Pacifique, il est arrivé jusqu'à l'Australie. Alors il y a eu un petit bout quand même à faire en bateau, il est arrivé en Australie, ensuite il est remonté, il y a un petit couloir de terre, laissé libre, jusqu'en Amérique, détroit de Bering laissé libre à l'époque, donc il a franchi le détroit de Bering, peut-être avant, il y a des théories qui veulent qu'il ait fait du cabotage, et il est redescendu. Et quand on retrouve un récit à cet endroit-là, c'est-à-dire pas sur l'aire de répartition du corps souillé, mais un récit complexe à la fois en Afrique, en Asie du Sud, du Sud-Est, l'Australie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'hypothèse la plus probable, c'est pas que c'est quelque chose de spontané qui serait apparu spontanément à l'homme, sinon on le retrouverait également dans l'hémisphère nord, mais c'est des récits très très vieux qui datent de notre sortie d'Afrique.
Et alors, il y a quelque chose d'assez fascinant et pour moi qui a été assez contre-intuitif. Euh, c'est que justement ces zones géographiques sont pas forcément celles sont pas les zones géopolitiques actuelles, disons, du tout. Euh, et l'idée de du fait que l'Australie, par exemple, qui a été coupée du reste des continents pendant très longtemps, que quand un mythe est présent en Australie et qu'il est aussi présent dans les zones que vous avez citées, c'est un bon indicateur que c'est un mythe très très ancien parce qu'il est arrivé avec les premiers hommes qui sont arrivés en Australie. Donc il y a ces espèces de réflexions. Alors après, c'est toujours plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a aussi des retours migratoires. Il y a des zones comme les Amériques qui ont été visitées à plusieurs reprises. Notamment, il y a aussi eu la question de la colonisation et de l'esclavage qui revient régulièrement, de savoir si on trouve des mythes originaires d'Afrique en Amérique, est-ce que c'est parce qu'ils sont très anciens ou est-ce que c'est parce qu'ils ont été amenés par des esclaves. Et il y a aussi une forme de retour en arrière. Et alors, vous, là-dessus, je trouvais très amusante toute la partie que vous faites autour des chiens. C'est-à-dire que vous parlez énormément, enfin régulièrement, il y a plusieurs interludes dans le livre comme ça sur les mythes autour des chiens. Et le chien, par l'histoire de sa domestication, permet aussi de dater certains récits. Oui, alors ça, c'était des recherches liées à la domestication des animaux. Et pour être complètement honnête, au fait que j'ai un chien SPA, donc forcément avec un chien en permanence sous le nez, ça inspire. Donc quoi qu'il en soit, j'ai travaillé sur la mythologie du chien. J'ai étudié les aires de répartition. Alors, j'ai pas été le seul, hein. Par exemple, il y a un Russe qui s'appelle Yuri Bereskin, hein, qui a travaillé dessus, qui a fait de grandes cartes de répartition sur des corpus qui sont extrêmement développés, accessibles en ligne, en russe, mais ils sont intéressants. Et j'ai appliqué, mais on en parlera un peu plus tard, j'ai appliqué aussi des algorithmes qui permettent de faire des arbres, c'est-à-dire sur cette carte d'indiquer le sens de diffusion. Et il s'avère que ces algorithmes, et une fois encore, on en parle plus tard, enfin je veux bien le développer maintenant, hein, mais... Allez-y. Ok, bon c'est parti. Donc en fait, oui, alors maintenant il faut que je trouve le moyen de connecter. Bon, quoi qu'il en soit, moi j'ai bien. Finissez les chiens. Oui, mais du coup, il faut que je commence. Oui, alors commencez les arbres. Bon, en fait, c'est assez simple. Vous allez voir. Si je raconte une histoire et je raconte au monsieur qui est ici, et je lui dis de re-raconter l'histoire au fur et à mesure et que ça traverse les rangs. Au fur et à mesure, si chaque personne n'entend qu'une fois, l'histoire va se déformer progressivement. Si c'est chaque rang qui explique au rang de derrière, il y a un effet d'autocorrection. Parce que si vous voyez que votre voisin raconte mal, vous allez dire non, attends, je reprends l'histoire, c'est pas comme ça. Donc il va y avoir une forme de conservation. Et en se répétant, les mythes, sur des populations, j'entends, hein, pas seulement un rang, les mythes ont tendance à se conserver. Lévi-Strauss disait qu'on pense répéter un mythe tel quel. Sauf qu'il n'y a aucune répétition parfaite. Ce qui veut dire que très lentement, il y a des petits changements. Et les mythes, les traditions mythologiques changent. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si on vous raconte une histoire du petit chaperon rouge qui n'a rien à voir avec ce que vous connaissez, alors c'est pas un mythe, c'est un conte, mais le principe est le même, vous allez tout de suite râler en disant non, mais vous racontez n'importe comment, je vais raconter. Ça se fait très très lentement. Et il est possible, en utilisant, donc ça je reviendrai dessus, en utilisant ce principe d'écart, c'est-à-dire que plus deux versions sont divergentes, plus leur ancêtre commun est ancien, plus deux versions sont proches, plus leur ancêtre commun est récent, il est possible de faire des sortes d'arbres généalogiques en utilisant les statistiques. Donc on peut faire ça avec les mythes, on peut faire ça avec les traditions mythologiques, c'est la même chose, hein. Les traditions mythologiques, on peut les diviser en petites unités qu'on appelle les motifs, ou en petites histoires. Dans chaque tradition mythologique, on connaît telle ou telle histoire. Et on peut calculer comme ça l'écart entre les traditions mythologiques. Donc sur le chien, je m'étais intéressé aux traditions mythologiques, et j'ai calculé les petits écarts entre traditions mythologiques. J'ai obtenu un arbre, et cet arbre, en utilisant les statistiques, parce que c'est pas moi qui choisis où je vais l'enraciner, où va être la base, j'ai fait des calculs, c'est ce qu'on appelle l'enracinement médian, on enracine entre les deux branches généalogiques les plus lointaines. J'ai demandé à l'arbre de s'enraciner à l'endroit le plus probable.
au milieu, entre les deux branches les plus développées. C'est des méthodes qui sont statistiques. Le but, c'est pas à moi de dire quelque chose. En fait, le principe, c'est se garer des interprétations au maximum et d'avancer. C'est testable, ça peut être vérifié par d'autres, etc. Il s'avère que l'arbre que j'ai obtenu, d'abord, s'enracinait au bon endroit. C'est-à-dire que là où la génétique des populations, où l'ADN ancien enracine actuellement l'arbre des chiens, c'est-à-dire en Asie, entre l'Asie centrale et l'Asie de l'Est, bon, l'arbre s'enracine pile ici. En plus, deuxième chose, la manière dont l'arbre se déroulait, c'est-à-dire, vous savez, les branches, quand elles s'écartent, elles se développent progressivement, ça correspondait à ce que l'on sait depuis à partir des données génétiques actuelles. En plus, par exemple, un exemple tout simple, la mythologie prédit une double arrivée du chien en Amérique. Il s'avère qu'il y a une double arrivée du chien en Amérique. Il y a d'abord eu une première arrivée avec les premiers Amérindiens qui sont arrivés, puis le chien esquimau, vous savez, les esquimaux tout en haut, c'est un deuxième peuplement qui est arrivé de manière plus tardive. Donc l'arbre reprend cette double arrivée, et sur plein d'autres détails. Et puis, et ça c'est quand même assez sympa, c'est que lorsqu'on prend un arbre, à chaque nœud, vous savez, donc il y a l'arbre, il y a les branches, puis il y a des nœuds au milieu, il y a des points de jonction. À chaque nœud, on peut calculer en termes de probabilité, aucune certitude. On peut dire il y a tant de pourcents de chance. On peut calculer la présence ou l'absence d'un élément. Alors par exemple, imaginons, je me permets de prendre le premier rang, je suis désolé, vous êtes mis au premier rang. Imaginons donc que là j'ai 4 traditions mythologiques. Là, j'ai une tradition mythologique qui va partager énormément d'éléments avec une deuxième tradition mythologique. Ça veut dire que l'ancêtre commun d'un point de vue mythologique est relativement récent. Puis j'ai 2 autres traditions mythologiques qui partagent beaucoup moins de traits. Ça veut dire que votre affiliation avec ces 2 traditions mythologiques est plus ancienne. Maintenant, si vous partagez beaucoup de, je ne sais pas, on va imaginer le chien est un guide dans la mort. Vous partagez beaucoup de ce trait. Mais ça veut dire que la tradition d'origine avait ce trait, probablement. C'est logique. Si vous partagez les 2, c'est assez logique qu'il y ait cette tradition de base. Et il faut redescendre après dans les nœuds. C'est-à-dire que si, par exemple, vous n'avez pas cette tradition, mais que vous avez cette tradition, on peut évaluer qu'il y a 75% de chances qu'il y ait eu cette tradition dans les nœuds inférieurs. Par contre, si aucune des 2 n'a la tradition, ça veut dire qu'il y a très peu de chances que la tradition soit existée avant, et c'est une invention récente. Et en faisant ça, on peut remonter dans le temps. On commence par un nœud, donc les traditions les plus récentes, puis on descend. 2 nœuds, jonction. On peut savoir ce qui peut être reconstruit et ce qui ne peut pas être reconstruit. On continue, on redescend, on peut savoir, on ne peut pas savoir, et ainsi de suite. Progressivement, on descend jusqu'à la base, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit où le chien, où le loup a été domestiqué, parce que ce n'est pas le chien qui a été domestiqué, j'allais dire une bêtise. Et là, vous allez me dire, ok, ça reste assez artificiel. Bon, alors déjà, je vous rassure, une fois encore, c'est des probabilités. On vérifie si l'arbre est solide, c'est-à-dire qu'on peut calculer dans quelle mesure proposer une structure arborescente explique le corpus, parce qu'il y a des corpus qui ne s'expliquent pas par une structure arborescente, ça peut s'expliquer par des réseaux, s'il y a des emprunts, etc. Il y a plein de calculs mathématiques qui sont importants. Même si j'ai vu la tête des personnes quand j'ai parlé de calcul mathématique, mais je vous promets que c'est important, parce que sinon on peut dire absolument n'importe quoi. Les statistiques, il faut bien comprendre qu'avec les statistiques, j'ai tendance à tester, retester, multiplier les bases de données, c'est qu'il y a une raison. Il y a beaucoup de biais qui se dissimulent dans les statistiques, et souvent là, on ne les imagine pas. Je ne dis pas que les statisticiens sont malhonnêtes, je dis que la vérité est complexe. Donc quoi qu'il en soit, on descend, nœud par nœud, et on peut reconstruire les premiers récits. Et parmi les premiers récits liés aux chiens, il y a par exemple que le chien était un animal psychopompe. Psychopompe, ça veut dire qu'il emmène les morts. Sur la route pour aller dans l'autre monde. Et quand on se réfère à l'archéologie, il s'avère que les chiens ont été enterrés. Ont été enterrés avec des humains, qu'on les a traités comme des individus et qu'ils étaient clairement connectés à la mort. Plus intéressant encore, avant les chiens enterrés, les chiens avant c'était des loups. Les premiers squelettes retrouvés enterrés, ce n'étaient pas des chiens, c'était des loups. Ça veut dire qu'on a le passage de la tradition du loup au chien. Là, c'est là que la phylomythologie, ma méthode, reprend le relais. Donc, on se reconnecte et on a une explication pour remonter dans le temps, on peut prouver statistiquement que certaines croyances étaient associées aux chiens, et sans rien chercher, parce que ce n'est pas moi qui ai créé les vestiges archéologiques. Sans rien chercher, il s'avère que les vestiges archéologiques correspondent à ce qui a été reconstruit. C'est-à-dire qu'on a une confirmation archéologique extérieure des données
construite à partir de la mythologie. Voilà. Bon, alors bien sûr, là je vous fais ça à grands traits, sachant que chaque élément doit être vérifié. Par exemple, ce trait-là a été vérifié à partir de 2 corpus différents, a été vérifié en étudiant l'aire de répartition de certains motifs mythologiques. Je pars du principe que chaque élément doit être vérifié 3 fois. Pourquoi ? Parce que, vu la profondeur historique à laquelle je remonte, on ne peut pas se permettre d'une seule preuve. Un seul élément qui corrobore, une preuve, une démonstration, c'est bien. 2 démonstrations, c'est encore mieux. C'est un peu comme les cordes qui s'enfilent les unes dans les autres. Une seule corde est facile à couper. 2 cordes entremêlées, c'est un peu plus compliqué. 3 cordes, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, il y a une série de démonstrations. Voilà. Et puis, ça entraîne une autre conséquence intéressante, mais j'y vais aussi. D'accord, j'y vais. J'ai l'impression de parler tout seul. Il ne faut pas m'hésiter. Alors oui, aussi quelque chose de très très important. Je suis l'adepte du gai savoir de Rabelais. Donc ça veut dire que si vous avez une question, on est chacun spécialiste dans quelque chose. Donc si vous avez la moindre question, je me lève, je vous donne le micro, vous pouvez poser la question. Ça ne pose aucun problème. Je déteste parler tout seul. J'ai l'impression d'être un professeur. Donc... Non, mais c'est vraiment très important. Enfin, en tout cas pour moi. Donc, quoi qu'il en soit, ça apporte aussi autre chose. Parce que la domestication du chien, vous savez que c'est un problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a des hypothèses qui ont été faites, mais qu'aucune hypothèse ne fonctionne complètement. Par exemple, imaginons des loups qui suivent les humains. Vous savez, c'est le beau récit qu'on raconte. Des loups ont suivi les humains, ils sont approchés progressivement. Le problème, c'est que les humains, ça ne reste pas immobile, ça bouge. Et si ça bouge, ça traverse les territoires d'autres loups. Et en éthologie, si une meute de loups traverse le territoire d'une autre meute de loups, il va y avoir un problème. Alors, soit on accepte une domestication éclair sur l'espace d'une saison, ça y est, les loups sont devenus copains avec les humains, ce qui est possible, on peut toujours imaginer, mais c'est peu probable, soit cette théorie ne marche pas très bien. L'autre hypothèse qui est énormément donnée, c'est le fait les humains aient pris des louveteaux et les aient sélectionnés génération par génération. Très bien, mais pourquoi ? Parce qu'un loup, ça n'aboie pas tout de suite. Un loup, ça ne collabore pas tout de suite. C'est pas l'histoire. Les loups ont décidé de collaborer avec les humains pour aller chasser ensemble le gibier. Ça ne fonctionne pas directement. Ça fonctionne sur le long terme. Un loup, pareil, on peut imaginer la fourrure, mais pourquoi des loups ? Pourquoi pas simplement chasser des loups ? Donc, ce que montre la reconstruction, s'appuyant sur l'archéologie, c'est qu'une des hypothèses possibles, ce serait une domestication symbolique. Il y a la mort. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Nos mythes nous racontent que les loups qui sont là seraient pas mal pour nous donner un coup de main après la mort. Et on va peut-être se garder 1 ou 2 loups sous la main. Et puis, si jamais on meurt, ils vont nous aider. Et c'est d'autant plus probant que parmi les traits qu'on peut reconstruire, il y a l'idée que si on a bien traité les chiens de notre vivant, alors ils nous traiteront bien après notre mort. Cette idée d'échange et de service rendu. Ça veut dire qu'on n'aurait pas domestiqué le loup pour des raisons utilitaires, on aurait domestiqué le loup pour des histoires. Vous voyez un petit peu le raisonnement, je pense, ou alors il y a vraiment des gens qui sont... ça y est, c'est terminé. C'est un livre très surprenant que Julien a écrit, c'est-à-dire que on a à la fois alors des bases mythologiques, donc il a retranscrit certains motifs, bouts de mythes qu'on retrouve un peu partout, mais justement pas tout à fait partout, qui permettent de remonter vers les mythes les plus anciens avant les premières migrations africaines. Et il en parle, je prends le premier qui est cité comme ça. La lune est liée à l'immortalité et à la mortalité, soit qu'elle peut rajeunir ou ressusciter, soit que ses habitants sont immortels, soit qu'elle décide si les humains doivent vivre ou mourir. Donc voilà, ça c'est une manière d'identifier certaines informations et ensuite de les analyser de manière statistique. Donc, il y a aussi les analyses statistiques, la méthode utilisée, la manière justement de vérifier quelle méthode fonctionne le mieux, etc. Et ensuite arrive le moment plus comparatiste où il y a plein de mythes qui sont donnés, qui viennent d'à travers le monde
et avec l'idée de voir si effectivement on les retrouve dans les zones où on pense les retrouver suivant l'histoire du peuplement, quels sont ces nœuds, quelles sont ces différences, ces distinctions, et arrive le moment de les raconter, ces mythes. Et donc c'est un livre qui passe sans arrêt d'un moment très technique à un moment littérairement un peu pauvre pour l'étude justement de ces bases de données de mythes, et à tout d'un coup un foisonnement de récits tout à fait incroyable. Et dans ce foisonnement sont mis complètement à niveau des mythes à travers le monde, y compris les nôtres qu'on connaît le mieux et qu'on retrouve du coup historicisés en fait, parce que inclus dans tous les autres mythes racontés. Alors, bon, j'ai pris une bribe là sur la Lune, mais peut-être vous pourriez intervenir sur la Lune. On est aujourd'hui justement dans une nuit sans Lune, ou en tout cas de Lune qu'on ne verra pas. La Lune a une fonction très spécifique dans ces mythes. Alors, la Lune, forcément, instinctivement, on la voit disparaître, on la voit réapparaître, et instinctivement, on se dit, oui, bah, tout le monde a pensé la lier à la mort et à la réapparition, hein, à la résurrection. En fait, non. C'est un récit, cette croyance se retrouve essentiellement dans l'hémisphère sud, et je crois qu'il y a un point dans l'hémisphère nord. Un point. Donc, autant vous dire que c'est pas si naturel que ça. Il faut toujours se méfier des évidences. Et effectivement, alors on parlait d'aller-retour. Hein. C'est vrai que les deux premiers chapitres, je parle un peu statistique. C'est relativement simplifié. Et ensuite, chacun des éléments reconstruits, j'en refais la démonstration à plusieurs reprises. Pour la Lune, par exemple, alors il faut que je me rappelle, donc il y a de l'aréologie, il y a un récit sur lequel je travaille, qui est celui de l'arrivée de la mort. C'est ce qu'on appelle le message perverti. Dans le message perverti, Lune va demander au lièvre, alors je vous raconte la version africaine, parce qu'il y a plein de versions différentes, pour être plus exact, la version Khoisan en Afrique australe, pour être plus exact, je peux prendre la version Naro, par exemple. Donc, quoi qu'il en soit, ça descend chaque fois. Il faut imaginer, il y a des strates, et puis on descend vers le plus bas. Donc, il y a Lune qui va demander à Lièvre de transmettre un message d'immortalité, dire aux hommes, vous ne mourrez pas. Et il s'avère que, alors là, il y a deux versions différentes. Soit le lièvre est vexé, soit le lièvre, c'est juste le lièvre, hein, avec ça le caractère, pas capable de faire une tâche, va dire aux hommes que finalement, ils seront mortels. Donc, le message qui est transmis est le mauvais message. Et l'humanité depuis est mortelle, et Lune va frapper Lièvre pour le punir, et Lièvre va se retrouver ici. Vous savez, les lièvres ont une fossette ici, ça va expliquer la fossette. Tandis que Lune va garder sur le visage, parce que Lièvre se défend naturellement, et Lune va garder sur le visage les traces du combat avec Lièvre. Donc, quoi qu'il en soit, la Lune reste immortelle, l'homme est devenu mortel. Il y a des récits, par exemple, lorsqu'il y a un récit chinois qui date de l'Antiquité chinoise, qui raconte comment une femme vole l'élixir d'immortalité à son époux et va se réfugier sur la Lune, où elle va rester tranquillement. Donc c'est quelque chose qui a été énormément repris également dans la littérature chinoise. C'est intéressant parce qu'on le retrouve aussi au Japon, donc j'en parle pendant un moment. Alors, c'est pas exactement ça au Japon. Au Japon, c'est une femme qui descend. C'est une femme qui va... un couple de paysans qui va trouver une femme dans un bambou et qui va élever la femme. Alors il y a moult péripéties, et au final la femme va entretenir une relation avec l'empereur sans que la relation soit clairement définie. Puis au bout d'un moment, il y a sa famille qui vient de la Lune, qui vient de chercher, et avant de partir, elle va laisser à l'empereur de l'élixir d'immortalité, un petit peu d'élixir d'immortalité, ce qui explique pourquoi l'empereur japonais est immortel, et à ses parents sa robe terrestre. Et quand on regarde ces récits, quand on les compare, alors il y a eu plein de travaux qui ont été faits dessus, hein, certains ont dit, alors vous savez que la littérature japonaise a été très influencée par la littérature chinoise. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de récits japonais dont on retrouve des avatars en Chine. Mais dans le cas de ce récit, ça cloche. Il n'y a pas vraiment de contrepartie exacte en Chine. Par contre, dans les deux cas, il y a un récit qui raconte, donc on retrouve dans l'hémisphère nord, et qui raconte comment une femme, on voit sur la Lune une femme qui porte des seaux d'eau, qui porte de l'eau.
Et alors, une fois encore, ça prend plusieurs pages, je vous raconte ça en quelques mots, mais en fait, il est possible de remonter à cette source commune. Et cette source commune, lie, quand on redescend encore plus, lie la Lune avec la notion d'immortalité. Donc c'est ça, quand on parlait tout à l'heure du passage de statistique à mythologie, à raconter des mythes, il faut imaginer en permanence la bascule. D'abord, je le démonte d'un point de vue statistique, ensuite je m'appuie sur les éléments, sachant qu'en plus, au niveau des mythes qui ont été étudiés, ça a déjà été étudié, c'est pas moi qui ai inventé l'hypothèse que certains mythes remonteraient au Paléolithique, ça remonte au 19e siècle, autant vous dire que c'est ancien. La seule chose que je fais, c'est que j'applique des statistiques pour le démontrer en termes de probabilité, donc quelque chose qui est a priori un peu plus sûr que ce qui était fait jusqu'à présent, et ensuite chaque élément reconstruit est redémontré en s'appuyant sur les récits, et des récits qu'on retrouve à travers les 4 coins du monde. Et là où la Lune est importante, c'est aussi en contrepoint, c'est-à-dire que la Lune effectivement est symbole d'immortalité, ou du fait de cette espèce de cycle et de revenir après une disparition systématique, ce que ne fait pas l'homme. Et là, j'avais relevé un chant d'Inca du Soudan. Au temps où Dieu créa toute chose, il créa le soleil, et le soleil naît, meurt et revient. Il créa la lune, et la lune naît, meurt et revient. Il créa les étoiles, et les étoiles naissent, meurent et reviennent. Il créa l'homme, et l'homme naît, meurt et ne revient plus. À partir de quel moment est-ce que l'homme ne revient plus ? Alors ça aussi, c'est une vaste question. Les statistiques peuvent nous éclairer et on peut reconstruire les croyances, les mythes qui expliquent la finalité de l'homme. Alors généralement, quand on prend l'ensemble des récits reconstruits, parce qu'on peut reconstruire plusieurs motifs, quand on prend en général les récits reconstruits, c'est assez simple. L'homme était immortel ou amortel. Il y a une erreur qui est faite, soit par l'être humain, généralement, soit par un animal, le lièvre par exemple, et du coup, il y a une première mort, et cette première mort se répète. Et on est tous amenés à payer le prix de cette première erreur. Alors si on regarde plus dans le détail, dans les motifs qui sont reconstruits, c'est divers. Alors c'est pas incompatible, parce que le principe des motifs, c'est que ça peut se combiner différemment selon les cultures. Donc par exemple, parmi les récits, il y a un motif, où l'homme est comparé à quelque chose de fragile. Par exemple, à une feuille, par exemple, à un peu de terre qu'on laisse dans l'eau et qui va s'évaporer, se dissoudre dans l'eau, tandis qu'un autre animal est comparé à quelque chose de beaucoup plus solide. Il y a cette idée de comparaison. Il y a l'idée que les morts autrefois revenaient à la vie, et sauf qu'un jour, pour une raison, généralement par jalousie, on empêche un mort de revenir à la vie. Et les mythes ne sont pas avares en détail sur les manières de tuer le mort. En tout cas, le mort reste mort et du coup, la finalité, notre finitude va s'installer dans le monde. Parmi les autres récits, je vous en donne encore un pour le plaisir, il y a cette idée que les hommes muaient autrefois comme les serpents. C'est-à-dire qu'on changeait de peau, et chaque fois qu'on changeait de peau, comme la croyance souvent associée au serpent, on rajeunissait. Mais un jour, cette opération qui devait être secrète va être observée, et depuis, les hommes sont mortels. Bon, c'est une mise en garde, ça veut dire qu'il faut bien respecter les règles. Il y a clairement un fond social derrière. Les mythes sont là pour qu'une société perdure également. Et le message qui est relancé et qui est donné, c'est que les mythes, et qu'on doit bien écouter les mythes et qu'il faut bien respecter les règles. Voilà, donc je ne sais même plus où j'ai commencé. Non, mais c'est très bien. Ça permet. Alors, vous avez effectivement là-dessus un passage sur le jugement dernier et l'importance politique du jugement dernier, qui est de nous amener à contrôler nos actions. Mais peut-être, alors, en venant au jugement dernier, peut-être cette question du serpent qui réapparaît sans arrêt et qui, quand même, dans nos contrées et nos traditions ici, est extrêmement forte dans les récits de la mort. Alors, pas seulement dans nos traditions. Alors, le serpent n'arrête pas de me suivre. Alors, j'y suis pour rien. Croyez-moi, croyez-le ou pas.
De fait, quand on étudie les corpus, on ne peut pas prédire les résultats qui arrivent. Et il s'avère que le serpent n'arrête pas de me suivre. Depuis le premier ouvrage que j'ai écrit, Cosmogonie, où quand je reconstruisais les arbres, le serpent était à la base. Je tentais un autre corpus, le serpent était à la base, le même motif. Donc c'est quelque chose qui est profondément enraciné en nous. Et le serpent, effectivement, est très lié à la mort. Toujours pareil, cette idée du serpent lié à la mort, à notre première mort, pas le serpent dangereux, hein, le serpent lié à la première mort, on le retrouve dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère nord, c'est un autre animal, le corbeau, qui prend sa place. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde une carte, hein, c'est donc Yuri Bereskin, le russe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a fait la carte de répartition des deux. Dans tout l'hémisphère sud, en Afrique, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en Australie, en Amérique du Sud, il y a des points qui sont liés au serpent. Et puis dans tout l'hémisphère nord, ça inclut l'Amérique du Nord et l'Eurasie, il y a des points qui sont liés au corbeau. C'est assez impressionnant d'ailleurs, on voit vraiment, il y a deux moments différents, deux moments de population, deux moments de peuplement. Et oui, donc et là-dessus, il n'y a pas d'explication rationnelle parce qu'il n'y a pas une frontière qui divise l'hémisphère nord et l'hémisphère sud au niveau des animaux. Des corvidés, on en a dans l'hémisphère sud et des reptiles, on en a dans l'hémisphère nord. Donc, quoi qu'il en soit, le serpent, oui, est lié à la mort. Donc, j'étudie plusieurs cas. J'étudie Gilgamesh. Donc, pour Gilgamesh qui est à la recherche de l'immortalité, il obtient enfin l'immortalité. Il plonge au fond de l'eau pour récupérer la plante d'immortalité. Et là, il a soif en revenant. Donc, il est tout content. Il a sa plante d'immortalité. Ça y est, je vais plus mourir. Et là, il y a un serpent qui arrive et qui lui pique sa plante. Et qui s'enfuit. Et le serpent, partant, va laisser sa mue. Ça veut dire que c'est une des origines de la croyance, comme quoi le serpent rajeunit en muant. Et ce récit, on peut le suivre à travers le temps. Donc c'est un des plus vieux récits que l'on a noté. Mais il faut savoir qu'on retrouve un récit très similaire dans la Grèce antique et chez les Romains. Et on n'a pas d'éléments en fait de passage. Alors il y a un grand folkloriste qui s'appelle Delarue, je ne sais pas si vous le connaissez, un grand folkloriste français, qui étudiant ça a dit mais donc quelqu'un qui n'était pas diffusionniste, hein, il faisait plutôt partie des sceptiques, a dit mais c'est pas possible, c'est-à-dire que le récit a duré pendant plus de 2000 ans de Gilgamesh jusqu'à l'Antiquité grecque. Mais mieux encore, quand on continue ce récit, on le retrouve jusqu'à sous la plume de Voltaire et on le retrouve dans des traditions orales qui ne sont pas connectés. En fait, c'est tiré de. Enfin, le mythe est répété dans les traditions grecques et romaines, mais ce n'est pas des textes qui ont été extrêmement connus. Et on les retrouve dans les traditions orales. Ça veut dire qu'il y a probablement une continuité sur plusieurs millénaires qui est observable. Donc, toujours le serpent lié à la mort, on a, tout le monde, j'imagine que tout le monde l'a en tête, on a l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, le serpent, je ne vais pas répéter l'histoire, ça je pense que tout le monde la connaît, et on a cette idée que le serpent est un tentateur et qu'à cause de lui, l'homme et la femme se sont retrouvés chassés du paradis terrestre. Et quand on regarde ce récit, là encore, on peut, quand je vous dis, j'ai pas arrêté de croiser le serpent, mais j'ai pas fait exprès. En plus, je fais partie des personnes qui, instinctivement, ont un peu peur des serpents, donc c'est toujours bizarre de le recroiser d'un point de vue mythologique. Donc, quoi qu'il en soit, lorsqu'on prend ce récit et qu'on le regarde un peu plus en détail, on se rend compte qu'il est connecté là aussi à des mythes qui sont très très anciens. Alors, il y a eu des études qui ont été faites dessus, ça a été rapproché de récits sumériens, mais jamais de manière très convaincante. On s'est vite rendu compte que cette partie de l'Ancien Testament était probablement un ajout, parce qu'il y a des choses qui sont répétées, des informations qui sont données avant, qui sont répétées dedans. Il y a comme une sorte de pièce d'habit d'Arlequin. Assez cohérente, hein. L'Ancien Testament, quand on lit dans l'ensemble, d'un point de vue mythologique, c'est assez cohérent, mais il y a des petites incohérences. Et il s'avère que quand on regarde ce récit, et personne, du moins à ma connaissance, et j'en ai discuté avec quelques théologiens qui m'ont dit qu'eux non plus ne connaissaient personne qui s'était intéressé à ça, lorsqu'Adam et Ève ont consommé de l'arbre, alors techniquement, c'est pas le fruit. Hein. Lorsqu'on regarde, c'est pas la pomme. Ça, c'est une légende. C'est lié aux traductions successives. Il y a une traduction en latin où le mal, malum, correspond à la pomme, malum, et il y a eu un moment où il y a eu un passage. Quand on traduit littéralement le texte, il consomme de l'arbre. Donc c'est assez large. Donc quoi qu'il en soit, la partie qui est intéressante, c'est que lorsqu'Adam et Ève ont consommé de l'arbre, ils vont entendre Dieu. Et c'est la tombée de la nuit, ils vont entendre Dieu. Et là, ils vont se cacher. Puis Dieu appelle Adam, Adam arrive, puis bon, ils avouent, voilà, on a consommé de l'arbre, etc., punition. Et personne ne s'était intéressé à ce moment précis. C'est-à-dire qu'il y a un appel, puisqu'ils entendent Dieu. Dieu ne parle pas tout seul.
Hein. C'est pas un vieux monsieur qui parle tout seul. S'ils ont entendu Dieu, c'est que Dieu les appelait. Et Dieu les répète l'appel. Et en plus, ça tombe le soir. Il s'avère que ça correspond à un récit qu'on retrouve dans l'hémisphère sud, qui est celui, alors Yuri Beskin l'avait appelé l'appel divin, mais dans la définition précise que dans la divinité, il entend une créature surnaturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un dieu. Dieu n'existait pas lors de la sortie d'Afrique, ou du moins, ce n'est pas démontré encore. Et cette idée d'appel, auquel on ne répond pas et qui cause la mort, se retrouve largement diffusée dans l'hémisphère sud. C'est-à-dire, et généralement, l'appel a lieu la nuit, et l'appel est entendu par une créature qui est le serpent. Donc ça veut dire que ce récit qu'on trouve dans l'Ancien Testament est très très proche d'autres récits qui sont beaucoup plus anciens et dont on peut montrer l'ancienneté. Voilà, puis j'ai croisé, je crois, le serpent encore 2-3 reprises, mais c'est un animal qui me suit. On va. Alors, moi, j'ai trouvé ce chapitre sur la Genèse extraordinaire. Mais aussi parce que ça touche d'un coup à un mythe qu'on connaît très bien. Et le fait de pouvoir l'historiciser en montrant les différentes traductions, en montrant les rapprochements qu'on peut faire avec d'autres textes, les quelques rares textes plus anciens qu'on a, puis ceux qui ont suivi, permet tout d'un coup de le placer dans un espèce de continuum, et aussi dans toute cette manière de voir comment les mythes bougent, comment ils se déplacent à travers le monde et comment ils évoluent comme ça, de voir qu'effectivement, ce mythe, de cette manière-là, ne pouvait arriver qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, dans le déroulé historique qu'on connaît. Et c'est une approche qui, pour moi, a été très, très nouvelle. Je veux juste vous lire, alors on va quitter un petit peu le serpent, mais enfin, trouver dans un mythe de Micronésie, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Les Banaban racontent que l'union du frère et de la sœur primordiaux, Tabakea et Tituabin, naquirent les premiers hommes et les premières femmes. Les groupes des hommes et celui des femmes vivaient aux extrémités opposées du Nil. Là où vivaient les hommes se trouvait un piège à poissons et un cocotier dont le produit ne s'épuisait jamais. Le nom de cet arbre était Tara Kai Mayu, l'arbre de vie. Là où vivaient les femmes se dressait un autre arbre, dont le nom était Karaki Bai. Cet arbre était une femme. Naka, le plus vieux des hommes, avait interdit à ses frères de s'approcher d'elle, mais profitant de son absence, attirés par l'arôme émanant de la plante, ils vinrent en cueillir les fleurs. Puis, jusqu'alors sexuellement innocents, ils connurent la femme arbre. À son retour, Naka trouva des fleurs dans les cheveux des hommes et des femmes. Aussi leur annonça-t-il que désormais il leur faudrait vieillir et mourir. Il leur laissa cependant une dernière fois le choix entre l'arbre de la vie et la femme arbre. Ils choisirent la seconde, qu'on appelle dorénavant aussi Tara Kai Raate, l'arbre de la mort. Naka se leva pour les quitter. Prenant avec lui l'arbre de la vie, il leur jeta une poignée de petits insectes qu'il avait fabriqués, qui se posèrent sur l'arrière de leur tête et commencèrent à creuser la base de leur crâne jusqu'à ce que leur vie soit rongée. Ces animaux ne quittèrent plus jamais l'humanité. Est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque, en allant fouiller dans les mythes à travers le monde, justement de rechercher ceux qui nous disent quelque chose? Et comment est-ce que c'est possible de naviguer entre une espèce de recherche de ce qu'on connaît pour justifier ce qu'on veut et de l'autre côté d'éviter un espèce d'orientalisme où tout d'un coup tout est très différent, tout est complètement incompréhensible?
En fait, c'est une très très bonne question. La mythologie comparée a eu quelques problèmes de réputation pendant un temps. Heureusement que Lévi-Strauss est arrivé entre-temps, et Dumézil, tout simplement parce qu'il y a des personnes, des chercheurs, qui rapprochaient des éléments complètement hétérogènes à travers le monde. Alors il y avait des problèmes de biais, parce qu'ils ne sélectionnaient que dans certaines aires particulières, et pas partout. Il y avait des problèmes de choix de mythes, il y avait des problèmes d'interprétation de mythes, parce que on est le fruit de son temps et que les interprétations pouvaient être racistes à certains moments. Euh, L'objectif, et soyons clairs, j'ai parfaitement conscience de tout ça. J'ai parfaitement conscience aussi que dans certains cas, la mythologie comparée a été exploitée et a été transformée en idéologie. Le principe, là, c'est qu'on est dans la science. Le premier élément de base, c'est de faire le corpus le plus large possible. Et pas que ces corpus. C'est-à-dire que dans le livre précédent, je travaille sur des corpus que je crée. Alors, je ne vous dis pas le nombre d'heures en bibliothèque. Faut imaginer quelque chose comme une cinquantaine de versions. Faut les chercher, hein. Les premières versions sont faciles à trouver. Parce que généralement, quelqu'un en a retrouvé 5 ou 6. Puis après, il faut chercher. Et on utilise aussi des corpus que d'autres ont fait, donc a priori avec des biais, des choix différents. Ça nous garantit déjà une part d'objectivité, pas complètement, mais si on travaille sur des corpus différents faits par des personnes différentes, déjà il y a un certain nombre de biais qui sont évités. Ensuite, d'un point de vue statistique, alors il y a plein de façons de faire des statistiques, chaque façon a ses forces et ses faiblesses, et il faut essayer de multiplier les outils. Donc on multiplie les corpus, on multiplie les outils. Dans mes premiers corpus, je refaisais mon corpus à nouveau frais, c'est-à-dire en repensant les mythèmes, les unités d'analyse à chaque fois, chaque année. Ça me prenait un certain temps. Mais l'avantage, c'est que chaque année, on pense c'était un peu différemment. Si vous prenez le même texte d'une année sur l'autre, vous le lisez différemment. Donc, et en plus, le corpus grandissait, donc chaque fois, je reprenais et j'avançais. Comme ça, pour Polyphème, je crois que j'ai 4 corpus différents. Je vous laisse imaginer le temps de lecture. Donc voilà, déjà il y a une multiplicité, il y a cette idée de varier au maximum les données et être le plus objectif possible. C'est le premier point. Deuxième point, c'est le nombre de lignes d'arguments. On ne peut pas se contenter juste des statistiques, parce que même avec toutes les précautions du monde, on peut s'imaginer des choses. On peut faire des choix sans le vouloir, hein, sans remettre en cause la bonne foi de l'analyste. On peut faire des choix sans le vouloir. Donc il faut utiliser différentes méthodes. J'utilise les statistiques, j'utilise le structuralisme, j'utilise l'aréologie. Je m'appuie aussi, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas été le premier à dire que des mythes remontent à un ancien fond, un fond paléolithique. Claude Lévi-Strauss le dit. Hein, je prends l'exemple des mythologiques, 4 énormes volumes à plusieurs reprises dans les mythologiques. Il le dit simplement, il dit ce récit, il est trop complexe pour avoir été inventé indépendamment en Eurasie et en Amérique, il a dû passer. Et il s'avère que les statistiques rejoignent Lévi-Strauss qui utilise de tout autre outil. Donc il faut confronter aux données, il faut confronter à d'autres façons de réfléchir, et il faut confronter aussi aux résultats obtenus par d'autres. Par exemple, dans l'ouvrage, je parle d'Orphée. Orphée, l'origine... En fait, Orphée, il y a des récits qui sont très proches d'Orphée que l'on retrouve en Amérique. Et il y a eu tout un débat dessus. Il y a ceux qui pensaient à l'émergence indépendante et ceux qui pensaient que c'était lié. Donc même ceux qui pensaient à l'émergence indépendante, hein, donc une fois encore, il faut retourner aux sources. Il y en a qui ont écrit en allemand, en espagnol, en anglais. Ce qui est bien aussi en mythologie comparée, c'est qu'on est obligé de lire plein de langues différentes. Alors les parler, c'est différent. Hein. Il y a une différence entre lire et parler. Quoi qu'il en soit, même ceux qui plaidaient pour l'émergence spontanée disaient oui, mais il y a trop de détails. Il y a trop de détails entre les deux. C'est quand même bizarre. Par exemple, dans les mythes amérindiens, on retrouve des choses qu'on retrouve dans les mythes océaniens, qui sont très très proches, qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Donc même eux, voilà. Donc ce que j'ai fait dans l'ouvrage, c'est que d'abord j'ai fait une démonstration statistique de l'apparition du mythe d'Orphée. Ensuite, j'ai travaillé sur 2 cas particuliers, le mythe japonais et le mythe européen, en montrant que le mythe européen remonte à des mythes pré-orphiques. Hein. Vous savez, Orphée, ça a servi comme une sorte de centralisateur. Ça a été un personnage extrêmement important, mais un peu comme les contes de Renard, vous savez, où Renard il y arrive plein d'aventures, mais qui existent normalement indépendamment. C'est juste que comme c'était Renard, on lui a attribué les aventures. Orphée a centralisé une série de récits. Et on peut montrer qu'Orphée, le mythe tel qu'on le connaît, avec Eurydice, qu'il faut aller chercher sous terre, est quelque chose qui est antérieur au personnage d'Orphée. On peut montrer qu'au Japon, on peut remonter dans le temps. Alors d'autres, ensuite, donc ça c'est une approche
historique. Ensuite, j'ai fait une approche structurale en montrant comment les récits s'inversaient les uns les autres. J'ai montré, alors c'est pas moi qui l'ai montré, j'ai synthétisé un travail, alors je ne sais même plus en quelle langue c'est, le problème c'est qu'on se mélange complètement, je ne sais plus si c'est en anglais ou en allemand, d'Ulkrantz, qui a travaillé sur le mythe d'Orphée en Amérique, qui a fait une monographie, une énorme monographie, et en complétant le Krantz, j'ai montré qu'il y avait une continuité dans les récits, et ainsi de suite. Et j'ai montré donc en fait c'était le mythe d'Orphée qui pourtant qui est structurant chez nous. Hein. Combien de tableaux autour d'Eurydice, d'Orphée, l'opéra, la naissance de l'opéra est liée à ce mythe. Le théâtre, on pense à Cocteau, il y a Giraudoux, enfin bref, il y a plein de récits qui tournent autour d'Orphée. Ce récit en réalité plonge ses racines dans notre histoire la plus profonde. Alors bien sûr, c'est pas le même récit qui est raconté. Chaque société, chaque peuple pense différemment et adapte le récit à sa façon. Ça aussi, c'est important. Mais ça montre aussi quelque chose, c'est que nos mythes ont souvent tendance à nous séparer. Alors que quand on les aborde d'un point de vue scientifique, qu'on essaie d'être objectif, parce qu'une fois encore, la garantie de l'objectivité n'est jamais garantie à 100%. Il faut en avoir conscience, ça ne sert à rien de dire « je vais être objectif ». Non, personne n'est complètement objectif. On peut limiter la part de subjectivité au maximum. Mais c'est le cas dans toute science. Le principe de la science, c'est limiter la part de subjectivité pour essayer de construire sur le sol le plus solide possible. Et ce que montrent ces travaux, c'est que des récits qui nous séparent, le mythe d'Orphée par exemple, est quasiment un marqueur en Occident, un marqueur de notre culture, l'artiste qui arrive à triompher de la mort, c'est quelque chose qu'on partage avec les autres peuples. Simplement, ils l'ont interprété de manière différente et c'est une leçon d'humilité. Voilà. Ça va me permettre d'embrayer sur un point qui est abordé dans le livre, c'est cette question de la science. Qu'est-ce que la science fait au mythe de la mort? Et est-ce que la science n'est pas une forme de mythe aussi, ou de manière de raconter le monde? Alors, je réfléchis. Donc, d'abord, pour commencer, qu'est-ce que la science fait au mythe? Il y a le mythe, ça vient de mythos, c'est le discours, c'est de la parole. Donc la parole, sans mettre de coefficient de vérité, on peut la considérer comme vraie ou fausse, mais c'est un discours. C'est-à-dire que le mythe est décorrélé en grande partie du réel. La science essaie de se frotter au réel, c'est-à-dire que la science va au combat et le mythe plane au-dessus. Le mythe survit aux découvertes scientifiques. Les théories scientifiques, c'est plus compliqué. Einstein a remplacé Newton, qui a remplacé Galilée. Certaines croyances ont perduré pendant ce temps-là. Donc, paradoxalement, la science est beaucoup plus fragile que le mythe, parce que le principe de la science, c'est de se remettre en question, en permanence. Essayer de limiter au maximum la part d'interprétation et se confronter au réel, même si ce n'est pas toujours agréable. Ça, c'est le premier point. Donc, tout dépend si on veut vivre de manière poétique le monde, le mythe, si on veut se frotter au réel et agir au mieux sur le réel et le comprendre le plus étroitement possible, la science. Ça ne veut pas dire que les deux sont incompatibles. Parfois, le message final se ressemble. Et il y a des personnes qui vivent très bien. Je connais des chercheurs qui sont croyants en même temps et qui arrivent très bien à fonctionner en même temps. C'est juste deux façons différentes de penser et d'aborder le monde. Ensuite, deuxième chose... Je suis en train de réfléchir. Je suis resté focalisé sur la première partie. Oui, est-ce que la science est un mythe? Comment les mythes ont évolué? Oui, la science, voilà. Je me permets de poser la question parce qu'il l'aborde dans le livre quand même. C'est pas un piège que je lui tends, ce serait particulièrement cruel. Et est-ce que la science a modifié nos mythes de mort? Alors, c'est plutôt les mythes de mort qui ont eu un effet sur la science. L'idée n'est pas de moi, mais je l'ai développée fortement dans le livre. On a mis étrangement beaucoup de temps avant de se dire que la mort est un obstacle qu'on pouvait franchir. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des travaux qui expliquent la mort par exemple par l'accumulation de mutations délétères. Oui, alors on va faire autrement. Qui expliquent la mort. On transmet chacun des gènes. Ces gènes sont utiles pour se reproduire. C'est-à-dire que quand on transmet nos gènes, c'est qu'on a réussi à se reproduire. Sauf qu'après la période où on peut avoir des enfants, si des gènes se rajoutent qui ont un effet négatif, ça n'a plus aucun effet sur l'évolution. On a eu déjà
on a déjà eu des enfants, et ainsi de suite, et ce qui fait que la mort s'installe progressivement, c'est juste lié à notre système reproductif. Il y a une autre théorie qui veut que certains gènes, sur le moment, aient un bon effet, et sur le long terme, aient un effet beaucoup moins bon, beaucoup plus néfaste. Donc ça, c'est des travaux qui ont lieu actuellement. Tous les outils étaient là pour y penser depuis le 19e siècle, depuis même avant. Mais personne n'y a pensé. Et quand on remonte à la manière dont les biologistes pensaient à la mort, il y a deux choses qui ressortent à l'époque. Donc ça, c'est un aspect historique. D'abord, les biologistes pensaient que la mort s'était fait une fois pour toutes, c'était enraciné dans le vivant. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas lutter. Ça a l'air de rien, mais si vous abordez un problème et en commençant en disant « oui, mais tout ça, on ne peut rien faire », eh ben, on ne creuse pas, et on ne réfléchit pas, et on n'avance pas. La deuxième chose, c'était l'idée que la mort, donc ça rejoint la leçon des mythes, je vous l'ai dit tout à l'heure, les mythes racontent que la mort est arrivée à cause de la faute d'un, et que chacun après maintenant est condamné à répéter. On ne peut pas toucher à la mort. C'est ce que Bachelard appelle un obstacle épistémique. La journée est longue, essayez, j'ai un doute. Bref. La deuxième chose, c'est que la plupart des chercheurs qui s'intéressaient à la mort disaient que la mort avait son utilité. Pourquoi ? Parce que si jamais la mort n'existait pas, eh ben tout le vivant se mettrait à se reproduire et la planète ne suffirait pas à couvrir les besoins. Sauf que c'est une explication utilitaire qui implique une visée utilitaire, c'est-à-dire un objectif. On a installé la mort pour que, et ça n'a aucune raison biologique. Et là aussi, ça trouve ses racines non pas dans des raisons scientifiques, mais dans des raisons mythologiques. Et toujours dans l'hémisphère sud, il y a un mythe qui raconte il y a des mythes, c'est un type de mythe, qui raconte comment les animaux supplient une créature divine de faire venir la mort pour éviter soit que les hommes soient trop nombreux et se mettent à les piétiner, soit tout simplement que la mort arrive pour leur fournir des cadavres d'humains à manger. Donc il y a cette idée que la science peut être imprégnée de mythes et que ces mythes peuvent ralentir la marche de la science. L'arrêter, non. L'esprit humain est quand même beaucoup trop puissant pour ça. Il y a toujours quelqu'un qui trouve l'idée qu'il faut. Que pensez-vous de... Ça, c'est la science qui le dit. Notre finitude est programmée dans nos gènes et que la longueur de notre vie dépend de la longueur de nos télomères, qui sont une partie de notre ADN, qui termine notre ADN. Donc, on est programmé à mourir de toute façon et on ne sait pas quand, mais nos chromosomes, eux, le savent. C'est un très bon exemple. Je tiens à dire que je suis ravi. Merci. En tout cas, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Il y a deux choses. D'abord, il y a la question de la finitude. C'est-à-dire, pour expliquer ça, il faut quand même qu'on aille regarder et qu'on s'interroge sur la finitude. Pas qu'on la laisse de côté en disant « non, mais ça y est, c'est bon », ce qu'on faisait avant. La deuxième chose, alors, c'est lié à ce qu'on disait, les explications liées c'est une variante, en fait, des mutations délétères qui se rajoutent. Donc, la deuxième chose, c'est que de fait, une fois qu'on a posé le problème, ça permet quelque chose. Quand on pose un problème, ça permet de s'y attaquer. Et actuellement, il y a des travaux. Alors, savoir si on le connaîtra de notre vivant, je ne sais pas. Mais il y a des travaux qui sont faits qui tentent de réparer les mutations qui s'accumulent progressivement de manière à nous rendre immortels. Alors, est-ce que c'est souhaitable ? Ça, c'est un autre problème et je vous laisse seul juge. La science est arrivée quand même à prolonger la vie, si je peux dire. Je ne sais pas si l'expérience a été faite sur des drosophiles ou un autre organisme. En allongeant les télomères de cet organisme, la vie était allongée. Alors, du coup, je vais regarder ce soir. Parce que, bien sûr, je l'ai abordé, bien sûr, je l'ai étudié, bien sûr, je vais regarder les articles de première main. Je me méfie beaucoup des articles de deuxième main, vous savez, les choses qui sont rapportées, Donc, non, mais je vous crois, il faut juste que je regarde, parce que j'avoue que je suis guidé par un principe de prudence, et quand je ne connais pas quelque chose, je fais prudemment un pas sur le côté. Mais en fait, quoi qu'il en soit, ça ne change rien au principe de base, qui veut qu'une fois que le problème est posé, on peut s'atteler à le résoudre. Après, savoir si, une fois qu'on a la solution, s'il faut l'appliquer ou pas. Alors, il y a des films qui le traitent, il y a des livres de fiction qui le traitent, il y a la philosophie qui le traite, mais ça sort clairement de mon domaine d'expertise.
Alors, on va peut-être voir s'il y a d'autres questions, parce que je sais que dans les échanges comme ça, alors à part moi j'ai cette possibilité de continuer à poser des questions les unes après les autres, mais sinon on arrive rarement à une espèce d'échange. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions là tout de suite. Alors, je ne sais pas du tout si c'est pertinent parce que je ne suis pas certaine que les sapiens avaient des chevaux. En tout cas, ce qui est connu, c'est qu'ils ne montaient pas dessus, bien entendu. Peut-être ils les côtoyaient, peut-être ils les mangeaient, je ne sais pas. Mais pour reprendre les différentes histoires que vous nous avez rapportées, vous nous parlez beaucoup du chemin de suivre des animaux et de vos rencontres dans tous ces mythes d'animaux jusqu'à la mort, mais au-delà. Est-ce qu'au-delà de la mort, il y a, par exemple, des chevaux que vous avez croisés ou pas? Alors, au-delà de la mort, c'est-à-dire hors du livre sur un autre thème. Non, parce que c'est parle de l'au-delà, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le chemin qui va jusqu'à la mort et puis il y a l'au-delà. Alors, d'un point de vue purement statistique, ce qui peut être reconstruit. On peut reconstruire le chemin qui est pris. Et d'ailleurs, ça imprègne également notre culture. C'est la Voie lactée. On le connaît. Pour le coup, c'est un mythe qui a perduré jusqu'à chez nous, jusqu'à maintenant, sous le nom de route de Saint-Jacques. Vous savez, la Voie lactée qui guide. Et en fait, Saint-Jacques était le saint intercesseur des morts au Moyen-Âge. Donc ça a perduré. C'est quelque chose qu'on peut tracer. Je m'y attelle aussi dans le livre. Et on peut remonter dans le temps. Donc on a le chemin. Après, ce qui se passe après, ça devient plus compliqué. D'un point de vue statistique, il n'y a aucun message fort. Il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Première chose, certains récits ont tendance à rester stables et d'autres à être variés. Je ne peux parler que de choses suffisamment stables pour avoir traversé le temps. Si chaque société invente son après la mort, je ne peux rien reconstruire. Trop de variabilité. Ça, c'est le premier point. La deuxième solution, c'est des biais statistiques, mais j'ai quand même utilisé un certain nombre de corpus, mais pourquoi pas? Personne s'y est intéressé, ce serait assez étonnant, mais pourquoi pas? Et la troisième solution, ce vers quoi j'ai tendance à me pencher pour un certain nombre de raisons, c'est qu'on a une certaine relation avec les morts. On essaie aujourd'hui de garder une forme de contact avec les morts. Alors, et c'est important. On essaie de ne pas oublier les morts, on fait des monuments aux morts, on fait des tombes où on va se recueillir régulièrement à la Toussaint, par exemple. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les sociétés. Dans énormément de sociétés, une fois que le mort, on l'a aidé à partir, le chemin, c'est bon débarras. Parce qu'un mort, c'est le radicalement autre. Et si le radicalement autre revient, ça peut devenir dangereux. Donc il y a par exemple ce qu'on appelle des sépultures secondaires, c'est-à-dire que le mort, on va l'enterrer, puis après on va le déterrer, puis on va conserver juste une partie, on va le retourner, enfin pour dire qu'en gros, ça y est, c'est bon, t'es parti, au revoir. Et on retrouve ça au Paléolithique. Et on a retrouvé aussi étonnamment peu de tombes au Paléolithique. Et on a d'ailleurs les premières tombes retrouvées, on les a retrouvées au Proche-Orient il y a moins 100 000 ans, autour de moins 100 000 ans, et on ne les a pas retrouvées en Afrique. En Afrique, c'est moins 65 000 ans la première tombe. Donc une des explications possibles, c'est qu'on n'a peut-être pas intérêt de garder les morts avec nous. Il y a peut-être cette idée qu'il fallait se débarrasser des morts, qu'il fallait savoir leur dire au revoir, ou plutôt adieu. Oui, c'est très intéressant. Dans le livre, on le retrouve à plusieurs moments, cette nécessité de, même s'il y a des passages entre le monde des morts et le monde des vivants, de séparer, quand même. C'est-à-dire qu'il faut préserver les vivants des morts. Et il y a notamment toute une réflexion sur le cadavre et la décomposition qui est très problématique. Parce que justement, c'est ce moment du passage. Et ce moment-là, il y a beaucoup de mythes qui en parlent, de comment évacuer le mort vers son royaume pour qu'il y reste. Et les nombreux récits qu'il y a avec des morts qui ressuscitent, ça échoue systématiquement. C'est-à-dire qu'il y a un récit qui m'a beaucoup fait rire d'une certaine manière, mais de la femme qui devient infidèle. C'est-à-dire c'est un homme qui est fou amoureux de sa femme, la femme meurt, il va la chercher au royaume des morts, il la fait revenir et elle devient infidèle. C'est-à-dire qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, elle entame une relation avec quelqu'un d'autre, et là du coup le mari la retue, la plupart du temps. Et il y a beaucoup de récits d'échecs de ce moment où le mort ressuscite, parce que voilà, il faut, une fois le chemin fait, il faut que les vivants puissent vivre entre eux.
Mais il y a quelque chose aussi qui est assez intéressant derrière, c'est que notre façon de penser, même le deuil, est liée à la mythologie. Il y a en fait, ce qu'on a d'intime, la psychologie, notre manière de vivre la mort est liée à la mythologie. D'ailleurs, quand vous y réfléchissez, les mythes aident à passer le cap. Lorsque on perd quelqu'un de proche, alors c'est très compliqué. On pense la mort à la troisième personne, à la deuxième personne, à la première personne, c'est compliqué. Mais quand on voit quelqu'un mourir, déjà le fait de partager, se dire qu'on n'est pas seul, qu'il y a une explication, qu'un mythe nous donne une explication, ça réconforte. Le fait qu'on partage les mêmes croyances que d'autres, ça réconforte. Et les mythes sur la mort, s'il y en a si peu, s'ils se sont si bien conservés, c'est peut-être aussi parce que c'était de bonnes solutions pour nous réconforter. Et là aussi, il y a quelque chose d'assez fascinant. De la même manière, lorsque on pense à quelqu'un qui est disparu, on pense souvent en termes de déplacement. On va dire, il est parti. Il est parti dans son sommeil. C'est quelque chose qu'on retrouve de manière quasi universelle. Mais, et souvent on dit, c'est parce qu'on dit qu'il est parti qu'on va raconter des mythes où les gens partent. Sauf que quand on regarde, c'est peut-être parce que le mythe raconte que les gens s'éloignent, qu'on imagine qu'ils vont partir. Ça veut dire que le mythe oriente notre façon de penser, et oriente notre façon de penser finalement pour mieux vivre. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est très compliqué de vivre dans une lucidité parfaite par rapport au mythe, parce qu'on en a terriblement besoin. Est-ce que vous avez apporté la question de la réincarnation ? Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une manière de... Alors, la réincarnation fait partie du corpus étudié, mais la réincarnation, malheureusement, je suis désolé si ce n'est pas la réponse que vous attendiez, mais n'a pas été reconstruite. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant au niveau de la réincarnation. C'est que j'ai travaillé donc, sur le dernier ou avant-dernier chapitre. Je suis désolé, je suis déjà sur les prochains travaux, les prochains livres. Et donc, en fait, on écrit le livre, on le donne à l'éditeur. Il y a 6 mois qui se passent, et en 6 mois, on a le temps de passer à plein d'autres dossiers, et on n'arrive plus à se rappeler exactement des pages, alors qu'on le connaissait par cœur, le livre, quand on l'a écrit. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai travaillé sur un récit qui raconte comment un animal héliophore, donc un mammifère héliophore c'est qui porte le soleil, est tué toutes les nuits. Et tous les soirs, excusez-moi, là c'est la fatigue qui commence à gagner du terrain, qui est tué tous les soirs, et par un chasseur. Le chasseur va manger l'animal, mais va jeter dans la direction du soleil levant un os de cet animal. Et à partir de cet os, l'animal va ressusciter. Et cette croyance dans la résurrection à partir d'un ossement, on en trouve de probables traces archéologiques, par exemple en Europe, des Laurignaciens, le premier peuplement de l'Europe, et alors en m'appuyant sur de l'art rupestre, en m'appuyant sur des mythes. J'ai retrouvé un mythe très similaire, ça c'est un mythe Khoïsan, mais j'ai retrouvé un mythe très similaire en Asie. On peut suivre ce chemin. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'on pensait que les hommes revenaient ? On peut montrer que on pensait que les animaux revenaient. Il y a du matériel pour le montrer, statistique, mythologique, archéologique. Pour les hommes, c'est plus compliqué. Tout se passe comme si l'homme partait, mais ne revenait pas. Donc après, est-ce qu'il y a eu contamination de la mythologie liée aux animaux et ça a contaminé la mythologie liée aux humains? C'est probable. Je n'ai pas travaillé là-dessus en détail, et comme je vous disais tout à l'heure, de ce que je ne connais pas assez, je fais prudemment un pas sur le côté. Alors peut-être quand même qu'on en revienne à Sapiens, que je vous ai pas trop fait développer, mais finalement, quels sont parce qu'on ne peut pas reproduire les mythes tels qu'ils étaient racontés dans les périodes les plus lointaines, mais quels sont les mythèmes, les morceaux dont on peut imaginer qu'ils étaient les plus anciens? Alors déjà, les plus anciens, on ne le saura jamais. Ce qu'on peut reconstruire, c'est les mythes et les motifs, et reconstruire statistiquement en termes de probabilité. J'insiste en permanence dessus, c'est de la science. Je n'arrive pas en disant, oui, c'était les mythes. Quelqu'un qui prend un autre corpus peut me prouver que j'avais tort. Et dans ce cas, très bien, il n'y a aucun problème, c'est le principe de la science. C'est un peu comme un jeu de mécano, vous savez, vous rajoutez pas mécano, les caplas, vous vous rappelez ? Les caplas, vous prenez un capla, vous le posez, vous essayez de faire la tour la plus haute possible. Bon, mon travail, ça ressemble à ça. Je rajoute élément sur élément en évitant que la tour se casse la figure. Et chaque fois qu'on monte plus haut, on a encore plus peur que la tour se casse la figure, mais ça, c'est les règles de la science. Donc, quoi qu'il en soit, je reviens dessus,
On ne peut pas savoir quels sont les récits les plus anciens. Pourquoi ? Parce que avant les sorties d'Afrique, les humains sont restés sur ce continent pendant très longtemps. Et ils avaient nécessairement la même diversité de culture que ce qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on peut reconstruire, c'est les croyances, et toujours en termes statistiques, les mythes, qui étaient probablement connus donc, par les premiers humains à avoir quitté l'Afrique. Donc ça, voilà, c'est une question juste de prudence. Ensuite, sur les grands thèmes qui peuvent être reconstruits, alors je vous ai dit, il y a plein de récits d'apparition de la mort, donc une série de motifs où l'homme était immortel ou immortel, une erreur est commise, souvent généralement liée à un animal ou à un humain, et l'homme devient mortel, l'ensemble de l'humanité devient mortel. On peut reconstruire l'idée que la Voie lactée était la route que prenaient les morts. On peut reconstruire l'idée que les tremblements de terre, ce sont les morts, soit qui marchent, soit qui secouent le sol pour pouvoir s'échapper. Et ça avait été déjà pressenti par exemple par Lévi-Strauss, qui avait comparé des récits amérindiens de Colombie-Britannique et asiatiques en disant tiens, il y a plein de points communs. Donc c'est les grands thèmes qu'on peut reconstruire. On peut aussi montrer que certains animaux ou certains êtres demeure immortel, ce qui permet de penser notre mortalité. Pour penser le temps qui passe, on a besoin d'un moment fixe, d'un point fixe pour penser. Et il s'agit de la lune, du serpent, et de manière plus générale, des animaux qui muent. Et généralement, c'est eux qui nous apportent la mort. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bon, je vous renvoie à la lecture de L'Aube des mythes, qui est un livre absolument foisonnant, où il y a des quantités d'informations partout et ensuite de rapprochements qu'on peut faire, qui est un livre superbe et qui invite à chacun à penser de l'avant et à repenser comment il pense. Je voudrais juste remercier Julien Duy pour son travail, pour nous permettre justement de réfléchir à toutes ces questions. On sait à quel point la question de la mort est prégnante dans nos quotidiens. Et certainement, c'est, je pense, ce livre un bon moyen de s'y atteler et de comprendre un petit peu quelles peuvent être aussi nos peurs ou nos questionnements par rapport à ça. J'aimerais bien aussi remercier sa famille qui, je pense, doit passer des soirées et des soirées à le voir lire et des journées à le voir lire et lui permettre de le faire pour nous permettre ensuite de le lire lui et à ses éditeurs aussi. Je vais finir juste avec un petit mot d'Omar Khayyam. Alors, je vous ai lu un petit peu des extraits de bouts de mythes ou de bouts de poèmes. On n'a pas trop eu l'occasion de parler du rapport à la poésie, à la littérature dans le livre, mais ça fourmille. Hier soir, j'ai brisé ma coupe contre une pierre. La tête me tourne d'avoir pu faire une telle chose. Et la coupe m'a dit dans sa langue mystique, « J'ai été comme toi, tu seras comme moi un jour. » Merci beaucoup, Julien. Merci à vous tous d'être venus. Julien Duy est docteur en histoire, affilié au laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France, CNRS et EHESS. Ses travaux ont fait l'objet de nombreuses publications dans des revues scientifiques et il est l'auteur de Cosmogonie, la préhistoire des mythes, le premier ouvrage à avoir développé une approche systématique de la phylogénétique des mythes. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée le samedi 14 octobre 2023, enregistrement, réalisation et mise en onde, Radio avec l'aimable collaboration de Radio Plus et Radio Terre.